le sujet suivant. Terres rares, disponibilité, besoin et enjeux. Donc tout d'abord, le terme terre rare désigne un ensemble de métaux composés du scandium, de l'yttrium ainsi que des 15 lanthanides. Donc les lanthanides, c'est les éléments chimiques de la 6e ligne du tableau périodique des éléments, comme vous pouvez le voir ici, dont les numéros atomiques sont compris entre 57 et 71. Les terres rares font partie du groupe des métaux rares, un groupe qui regroupe 85 éléments chimiques. Les métaux rares représentent seulement 5% du marché des métaux, contre 23% pour les métaux précieux, donc classe qui regroupe l'or, l'argent ou encore le platine, et 72% pour les métaux dits majeurs, classe de métaux qui regroupe le cuivre, l'aluminium, le zinc. Donc au cours de cette présentation, on va se concentrer uniquement sur les terres rares à proprement parler et non pas sur les métaux rares, donc seulement sur les 17 terres rares. Donc bien que leur appellation laisse à penser, ces métaux ne sont pas rares et sont même plutôt assez répandus dans la croûte terrestre. Certains éléments se retrouvent dans la croûte à des concentrations comparables à des métaux usuels, voire plus abondants que certains métaux, tels que l'or ou l'argent, comme c'est le cas du cérium. Le nom de terre rare vient de leur découverte au XIXe siècle, où le nom de terre désignait les oxydes en français. Donc les terres rares ont un aspect métallique sous la forme élémentaire, sont malléables, tendres et ductiles, donc ce qui signifie qu'ils se déforment sans rompre. Ils tiennent leurs propriétés physiques et électromagnétiques de leur configuration électronique. Donc ces métaux sont très souvent associés à d'autres minéraux, ce qui nécessite de les séparer lors de leur extraction. Le prix de ces métaux est fixé en fonction de la demande du marché. En effet, certaines terres rares étant des sous-produits d'exploitation d'autres métaux, on ne peut en extraire plus lors d'un pic de demande, car cela nécessite d'accélérer la production du métal principal, ce qui n'est pas toujours économiquement rentable. Donc le prix augmente. Il arrive que le prix du marché soit inférieur au coût d'extraction de ces minerais, ce qui amène alors les entreprises à abandonner ces terres rares dans les stériles. Donc les stériles, c'est le terme qui désigne l'ensemble des résidus non valorisables après extraction d'un minerai. Donc sur le graphique devant vous, on peut observer qu'en 2014, le prix s'est maintenu pendant une très longue période. On a alors pensé à arriver à un prix plancher. Puis le prix a baissé en raison d'une surproduction qui avait été faite en Chine, ce qui explique le prix très bas entre 2015 et 2017, où la Chine a écoulé le surplus de terres rares qu'elle avait produit. La remontée des prix en 2017 a eu lieu à cause d'une annonce de réduction de l'offre et d'un virage écologique que la Chine a conduit, qui a mené à la mise en place de mesures anti-pollution et donc à la fermeture de nombreux sites miniers de façon temporaire ou totale en attendant des mises aux normes. Donc, concernant leur production, les terres rares étant difficiles à extraire, il a fallu attendre les années 40 et le projet Manhattan pour voir le développement de nouvelles méthodes de séparation permettant de produire des terres rares à l'état pur et en grande quantité. Maintenant qu'on sait tout ça, on peut se demander pourquoi les terres rares sont devenues indispensables dans la deuxième moitié du XXe siècle. Eh bien, cela est tout simplement dû aux propriétés physico-chimiques uniques de ces matériaux, qui les rendent irremplaçables dans la fabrication d'un très grand nombre de produits de haute technologie. Parmi les propriétés des terres rares, on peut notamment citer le lantane, qui est un composé supraconducteur, le néodyme, le samarium ou encore le terbium et le dysprosium, qui servent à faire des aimants permanents, le praséodyme qui permet de faire des pierres à briquet ainsi que des aimants. Le samarium est utilisé dans les motorisations électriques. On peut aussi citer l'erbium qui sert dans les réseaux de télécommunications sans fil, et aussi en fibre optique à longue distance. Il sert à doper le signal pour que le signal continue très loin. Parmi les nombreuses applications dans le domaine de la science, les terres rares ont une grande application en médecine également. On peut citer le thulium utilisé en radiographie portable ou bien l'erbium utilisé en médecine nucléaire. Les terres rares sont ainsi utilisées dans les batteries et moteurs de voitures électriques, dans les LED, dans les puces de smartphones, dans les écrans d'ordinateur, dans les panneaux photovoltaïques, les éoliennes, ainsi que dans des appareils médicaux et des systèmes de radar et de ciblage militaire. Donc si on regarde globalement, c'est tous les appareils de haute technologie dont on a vu l'émergence ces 50 dernières années. Ces propriétés uniques rendent ces métaux irremplaçables dans la fabrication de ces produits. C'est la raison pour laquelle l'accès aux terres rares est devenu un enjeu géopolitique majeur. Donc, en raison de l'irremplaçabilité dans certains produits et en raison de la demande
et des besoins croissants de la société actuelle en nouvelles technologies, la consommation de terres rares n'a fait que croître au cours des dernières années. Et selon les estimations, comme on peut le voir sur ce graphique qui date de 2017, elles continueront encore à croître. L'Union européenne a désigné les terres rares comme ressources critiques. Ça signifie que ces matières premières, jugées essentielles au bon fonctionnement des industries d'un pays, présentent un risque de pénurie, souvent parce qu'elles sont importées. Donc on peut le voir ici sur le graphique. Lorsqu'on cherche à comprendre les raisons pour lesquelles les terres rares ont été jugées ressources critiques, il faut se pencher sur la question de la provenance des terres rares ainsi que de leur disponibilité. Donc les réserves mondiales en terres rares ont été estimées à 120 millions de tonnes fin 2018 par l'Institut d'études géologiques des États-Unis. Il est important de noter que ce chiffre est une estimation fournie par les États-Unis, qui sont eux-mêmes assez avares d'informations en termes de terres rares, surtout sur la disponibilité et la production actuelle sur leur territoire. Les chiffres que je vais citer ne sont pas ceux affichés, parce qu'il a d'une estimation plus récente que l'image. L'image date de 2015. Donc parmi les réserves, la Chine en détient 37%, le Brésil et le Vietnam environ 18%, la Russie 10% et l'Inde 6%. Néanmoins, la Chine représente aujourd'hui à elle seule 90% de la production mondiale en terres rares, extraction et raffinage, ce qui leur procure un quasi-monopole mondial. On peut donc se demander pourquoi la Chine garde son monopole, malgré des réserves ne présentant que un tiers des ressources mondiales. Cela est tout simplement dû au fait que tout pays possédant des réserves qui est aujourd'hui dépendant de la Chine, et le restera jusqu'à ce qu'ils développent la mise en place de projets miniers pour leur exploitation. Et les autres pays qui ne possèdent pas de ressources restent dépendants de tout pays producteur, au moins à court et moyen terme, jusqu'à trouver d'autres solutions. Il faut noter que l'exploitation de l'exploration jusqu'à la mise en place du projet minier rentable peut prendre 15 à 25 ans. Donc, ça explique pourquoi l'Europe juge ces métaux ressources critiques. On peut également noter que la rareté est inversement proportionnelle à leur intérêt stratégique. Donc, on a ici la production annuelle en terres rares depuis 1950. On voit que les États-Unis ont eu un pic après et pendant, donc après la Seconde Guerre mondiale et pendant la guerre froide, et que la Chine est arrivée sur le marché avec une production qui avoisine donc les 96% en 2007, à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle. Donc, en cas d'incident diplomatique qui amènerait la Chine à surprendre toute exportation de ses ressources, une grande partie du monde se retrouverait paralysée dans la production de technologies requérant ces métaux. C'est l'une des nombreuses raisons qui pourraient expliquer pourquoi des gouvernements tels que le gouvernement français ne prennent pas position à l'international dans des conflits ou des affaires qui impliquent la Chine, tels que par exemple l'indépendance de Hong Kong ou la traite des Ouïghours. Dans un scénario plus extrême de guerre, le manque de terres rares sera un handicap considérable pour les pays ne disposant pas de ces ressources, car la plupart des technologies militaires actuelles seraient très impactées, en tout cas pour les guerres modernes. Pour vous donner une idée, 30% de la production chinoise est exportée aux États-Unis. Et les États-Unis dépendent à plus de 80% de la production chinoise. Donc si Pékin décidait de limiter ou de stopper les exportations des États-Unis, ceux-ci se retrouveraient face à un risque de perte d'approvisionnement en matières vitales pour leur économie. C'est ce qui a notamment poussé les États-Unis à relancer la production de leur mine de Mountain Pass en Californie en 2013, qui produit de l'antane, du cérium, du néodyme et de l'europium, et a également poussé le Canada, l'Australie, l'Afrique du Sud et pas mal d'autres pays à lancer des projets de prospection et d'extraction. Donc on retrouve ici la mine de Mountain Pass. Elle avait été temporairement fermée en raison de problèmes environnementaux. La Chine s'était proposée d'en assurer l'extraction, enfin l'exploitation, mais les États-Unis ont refusé et ont décidé de reprendre cette mine pour contribuer à une partie de leur indépendance en terres rares. Donc la Chine possède un pouvoir et une emprise considérable sur un bon nombre de pays et peut se servir de l'approvisionnement en terres rares comme levier de pression. Ça a notamment été le cas avec le Japon en 2010. Donc après un incident entre un navire chinois et un navire japonais dans les eaux des îles Senkaku Diaoyu, j'espère que je prononce bien. Donc c'est deux îles que les deux pays revendiquent.
Les Japonais se sont retrouvés du jour au lendemain sans approvisionnement en terres rares, ce qui aurait pu présenter une catastrophe pour leur industrie, high-tech. C'est notamment ce qui les a poussés à mener des projets de recherche en exploration et en exploitation. Donc en termes de disponibilité, les réserves en terres rares sont comme toute autre réserve de métaux sur Terre, elles ne sont pas infinies. Et bien que certaines terres rares soient très présentes dans la croûte terrestre, ce n'est pas le cas de toutes. On a ainsi estimé que la durée de vie des réserves rentables de certaines terres rares serait limitée à quelques dizaines d'années, pardon. Mais avec la mise en place de nouveaux procédés moins coûteux et plus efficaces, ou avec la découverte de nouvelles réserves, on pourrait pousser la durée de vie des réserves mondiales bien plus loin. Donc c'est par exemple le cas du Japon, où ont été découverts au large des côtes japonaises des réserves qui permettraient de subvenir pendant des années aux besoins actuels. Donc ces réserves, découvertes à 5600 mètres de profondeur, sont dans une zone de plus de 2500 km² et pourraient abriter l'équivalent de 800 ans d'approvisionnement en yttrium, 620 ans en europium ou encore 730 ans en dysprosium. Les années sont données en fonction de la consommation en 2016. Donc cela pourrait contribuer à la sécurité en ressources de nombreux pays, dont le Japon. Mais cette découverte n'est pas pertinente à court terme, parce qu'il faudrait plus d'une décennie pour voir la mise en place d'un programme réalisable et rentable. Aujourd'hui, on n'a pas les clés et cela coûte bien trop cher d'aller chercher ces terres rares. Donc, le Japon ainsi que bien d'autres pays sont encore dépendants de la Chine. Mais l'enjeu des terres rares est également environnemental. Donc, leur extraction nécessite des solvants chimiques très polluants, qui peuvent notamment contenir des métaux lourds, de l'acide sulfurique ou de l'uranium, qui dans certains pays sont directement rejetés dans des lacs de bout d'extraction. C'est par exemple le cas en Chine ou en Mongolie, où les réglementations environnementales ainsi que le respect des normes environnementales sont très peu encadrés et très peu stricts comparés à d'autres pays comme le Canada ou l'Australie. Ces lacs sont normalement délimités par des digues qui, si ou plutôt lorsqu'elles cèdent, font se déverser tous ces produits directement dans la nature, ce qui pollue ainsi les sols et l'eau. En Mongolie intérieure, on trouve même le cas de déversement direct dans la nature de ces boues toxiques. La radioactivité mesurée dans un village près de la mine de Baotou en Mongolie intérieure, par exemple, serait environ 32 fois supérieure à la normale. Et pour vous donner une idée, la radioactivité qui avait été mesurée à Tchernobyl était seulement 14 fois supérieure à la normale. Donc ceci est notamment dû au fait que dans les années 80, lorsque des réglementations environnementales très strictes ont été mises en place dans des pays développés, donc tels que les pays d'Europe ou d'Amérique du Nord, les productions trop polluantes ont été fermées et des pays tels que la Chine ont accepté de sacrifier une part de leur environnement pour récupérer des parts de richesse. Parmi les enjeux environnementaux, on peut également citer celui du recyclage des terres rares. Pour les industriels, il est parfois plus intéressant de racheter des terres rares pures issues d'une extraction directe, plutôt que de recycler celles contenues dans les appareils électroniques, tout simplement parce que cela coûte trop cher. Dans le cas d'un iPhone, par exemple, la concentration des terres rares est si infime et la diversité en métaux est telle, donc vous en avez un exemple ici, qu'il n'est financièrement pas rentable de chercher à recycler certaines parties de l'appareil pour en extraire ces terres rares. Donc, certaines terres rares, après avoir été utilisées, sont tout simplement mises en décharge. Donc, de nouvelles solutions pour la transition écologique sont donc cherchées afin de survenir aux besoins et aux technologies de la population, tout en gardant une indépendance face à la Chine ou tout autre nouveau producteur de terres rares à l'avenir. Ainsi, des recherches ont vu le jour afin de fabriquer des éoliennes sans avoir recours aux terres rares, parce que les terres rares, il y a beaucoup qui sont par exemple des aimants permanents et on a besoin d'aimants dans les éoliennes. Ou simplement pour développer des moteurs électriques qui en nécessitent peu. Par exemple, certains industriels commencent à éliminer les terres rares de leur production ou tout simplement à rationaliser l'usage. L'aimant permanent a été supprimé dans le moteur de la Renault Zoé et Enercon, qui est un producteur d'éoliennes allemand, n'utilise plus d'aimant permanent dans les génératrices de 800 kW et de 4,2 MW. C'est encore le cas de BMW qui a annoncé début 2019 commencer le développement de voitures électriques ne nécessitant aucune des 17 terres rares. Ainsi, aujourd'hui, les terres rares présentent un enjeu politique, géopolitique, économique et environnemental majeur pour le monde. Et la dépendance des pays non producteurs en terres rares à la Chine les rend vulnérables. Donc il faut donc pour ces pays trouver des solutions d'alternatives aux terres rares et ou en avoir une utilisation rationnelle, rationnée.
Donc pour finir, je vous présenterai le livre de Guillaume Pitron, qui est un journaliste. Donc si le sujet des terres rares vous intéresse et que vous voulez creuser tous les enjeux géopolitiques, ce livre est vraiment formidable. Il aborde et il développe le sujet d'un point de vue journaliste. Donc il n'y a pas de prérequis en termes de connaissances financières ou géologiques. Donc si vous avez des questions, je pourrais y répondre.